En santé, les défis sont nombreux. Désertification médicale, perte de sens pour de nombreux soignants, manque de temps et d'écoute, symptômes rebelles, surconsommation de médicaments, maladies chroniques qui concernent un assuré sur 3 en France en 2022, soit 24 millions de personnes et 60% des dépenses totales remboursées par l'assurance maladie. Oui, le système de santé va mal, on le sait. Mais une autre réalité existe aussi, et c'est elle que j'ai envie de vous montrer. Un art de prendre soin intégratif et global est en train d'éclore partout en France et bien au-delà. Un art qui tente de répondre pleinement aux besoins des patients, des professionnels et des territoires. Un art qui mobilise savoir scientifique, expérience et cœur pour proposer des solutions personnalisées, quelles que soient les pathologies et les âges de la vie. Cet art de prendre soin, je l'ai découvert en 2001, suite à la grave maladie d'un de mes enfants alors âgé de 5 mois. Il a profondément bousculé mes représentations de la maladie, du soin et de la santé. Depuis, j'explore, j'expérimente et je suis engagée pour la transformation des pratiques de santé. Je m'appelle Christine Bellhomme et je pars à la rencontre de Geneviève, Marie, Thierry, Colette et bien d'autres citoyens, patients aidants, accompagnés de leurs professionnels de santé et de leurs thérapeutes. Ensemble, ils nous font découvrir leurs expériences intégratives à l'hôpital et en dehors. Aujourd'hui, plus de 50% des Français auraient recours à au moins une pratique complémentaire, voire plus de 70% pour les personnes atteintes de cancer. On parle de pratiques physiques, comme l'ostéopathie, de pratiques psychocorporelles, comme le yoga, ou bien encore de traitements naturels, comme la phytothérapie, ou de pratiques en système complet, comme la médecine traditionnelle chinoise. Lorsque ces pratiques sont associées aux soins conventionnels et à la prévention, lorsqu'on est dans le « et » et non dans le « ou », on parle de médecine et de santé intégrative. Mais où en est-on en France de cette intégration ? Quelle évolution observez-vous sur le terrain depuis une dizaine d'années concernant l'intégration des pratiques complémentaires dans le soin ? Elles étaient, il y a 10 ans, même bien avant encore, très marginalisées, voire ridiculisées. Depuis maintenant effectivement une dizaine d'années, on voit de plus en plus d'initiatives, on voit toutes ces pratiques qui émergent et ce qui suscite aujourd'hui beaucoup plus d'opposition, forcément, parce qu'elles sont de plus en plus présentes. Je crois que demain, en fait, ça sera normal, une évidence, en fait. Et quelles observations vous faites sur le terrain, en fait, par rapport à ces intégrations ? Est-ce qu'il y a... Vous avez beaucoup d'exemples ? Il y a beaucoup d'exemples à l'hôpital. Déjà, ça commence par l'hôpital. Et ça, c'est très rassurant dans la mesure où il y a tout ce cadre hospitalier. Et on est vraiment dans un parcours de soins intégré. Là, quand vous avez des pratiques de yoga, de méditation, ou le recours à des huiles essentielles, par exemple, dans les services hospitaliers, c'est très sécurisant. Mais on voit depuis maintenant, effectivement, une dizaine d'années, de plus en plus d'initiatives émerger partout dans le territoire, en ville, que ce soit l'initiative de médecins, de professionnels de santé, mais aussi de praticiens du soin, d'une manière générale, qui veulent de plus en plus travailler en collaboration, en coopération. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la pharmacie sur son territoire dans 10 ans, que ce soit en ville ou en ruralité ? Je vois la pharmacie de demain comme un hub de santé de proximité, en fait, et surtout face à la désertification médicale où le pharmacien est de plus en plus dans le soin et demain peut-être également dans la coordination en fait, de tous ces parcours avec le médecin. Commençons notre exploration par la pharmacie. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu de santé de proximité dont nous poussons tous la porte un jour. Un lieu où le « et » existe déjà. Direction Paris et la pharmacie de l'Europe. Un lieu surprenant, c'est une véritable ruche où cohabitent à part égale produits naturels et médicaments conventionnels. La pharmacie ayant d'ailleurs la possibilité de fabriquer les deux dans son propre laboratoire. Voilà, donc ici on est vraiment dans tout ce qui concerne l'aromathérapie, la phytothérapie, tous les soins naturels qui vont permettre d'être utilisés soit aussi bien dans le maintien de bonne santé des patients, soit dans la partie aussi thérapeutique pour les soigner. Donc là ici on va retrouver les tubes d'homéopathie qui nous permettent immédiatement de dispenser les ordonnances des patients. Et si on ne trouve pas notre bonheur ici, on s'adressera au laboratoire pour qu'ils nous réalisent immédiatement la préparation homéo.
L'importance pour nous, c'est de pouvoir s'assurer qu'on pourra accompagner le patient dans l'ensemble de ses demandes. Et ça, seul, on ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que très rapidement, on a essayé de construire ensemble une structure interprofessionnelle efficace. On appelle ça une CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Et cette dernière, qui a maintenant 2 ans et demi d'existence, nous permet de nous appuyer sur un vrai réseau de professionnels de santé nécessaires et adéquats en fonction de nos besoins et auprès de qui on arrive facilement à réorienter. Et est-ce que dans cette communauté professionnelle territoriale de santé, il y a aussi des non-professionnels de santé, des thérapeutes et des... Alors c'est un grand débat. C'est sûr que nous, notre CPTS, on a la chance d'avoir dans la construction de cette CPTS des professionnels de santé purs mais très ouverts. Donc on essaye un petit peu de l'entraîner vers une approche un peu plus ouverte, un peu plus intégrative. Constat très encourageant que d'autres CPTS sont aussi dans cette dynamique d'ouverture. Bon, quittons cette grande ruche parisienne pour poursuivre notre exploration. C'est en Bretagne que je vous emmène maintenant dans un autre type de ruche, où le haies est aussi une évidence. Situé dans la petite ville de Plouhinec, le centre Arrusken, la ruche en breton, fait partie des structures innovantes qui associent soins conventionnels et pratiques complémentaires. Ici, la fondatrice est une dentiste. J'ai rendez-vous avec Martine, qui fait 1 heure de route pour venir la consulter. Pas grave, pour rien au monde, elle ne se passerait de l'approche globale du docteur Predval, qui la suit depuis 30 ans. Encore moins depuis le choc émotionnel qu'elle a subi il y a quelques années. Je la retrouve en pleine consultation. La consultation bucco-dentaire va commencer par une analyse de la bouche dans sa globalité. C'est-à-dire, je vais regarder tout ce qu'il y a dans votre bouche, dent par dent. Je vais regarder la gencive, dans toutes les zones de gencive, je vais regarder la langue et tout ce qui peut me venir à l'esprit, je vais le noter sur ce schéma dentaire. Donc c'est votre dentiste qui vous conseille, qui vous a invité donc à pratiquer un certain nombre de thérapies complémentaires. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à vous préconiser ces pratiques-là? Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter? Certainement par son écoute. Donc, j'appellerais ça plutôt une orientation. Okay. C'est très, très important. Et de ce que j'ai entendu, elle sait parler, elle sait nous mener, justement, de nous dire qu'est-ce qui ne va pas et le pourquoi des choses. Donc, effectivement, c'est ce qui m'a mené à continuer le chemin. On peut aussi parler de l'importance du diaphragme, de la position du diaphragme qui va entraîner une mauvaise respiration, une mauvaise ouverture de la cage thoracique. Qui dit mauvaise respiration dit stress. En fait, il y a des impacts à tous les niveaux. Et au niveau émotionnel, évidemment, il y a des impacts. Est-ce que vous avez toujours travaillé avec cette approche globale de la personne? Non. J'ai commencé à travailler, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé de façon classique, omnipratique, classique. En fait, il y avait des réponses que je n'avais pas, en fait, pour certains patients. Il y avait des problématiques où je n'avais pas de solution. Et donc, j'ai commencé à chercher des solutions. Alors, j'ai fait 5 ans d'homéopathie. Puis après, j'ai fait de l'acupuncture et je me suis rendu compte que tout était en relation par l'intermédiaire des méridiens. En fait, j'ai fait tout un tas de formations comme ça, et dans lequel j'ai retenu ce qui pouvait m'intéresser dans mes consultations. Le centre, ouvert en 2018, propose plusieurs pratiques. Ostéopathie, énergétique traditionnelle chinoise, nutrition. Grâce à son analyse des dimensions digestives, posturales et émotionnelles, Brigitte Prédeval peut orienter le patient vers telle ou telle pratique selon le plus urgent à traiter. Un travail d'équipe permet ensuite d'optimiser le nombre de séances, leur fréquence et donc le coût pour le patient. Vous l'avez sur vous, votre stick? Pour Martine, ce qui va suivre, c'est une séance avec son olfactologue pour travailler sur la dimension émotionnelle. Vous êtes aromatologue. Voilà, c'est ça. Avec une spécialité dans l'approche olfactive. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? C'est utiliser les huiles essentielles par la voie olfactive pour leurs bienfaits, donc sur tout ce qui va être de la sphère du bien-être. C'est propre à chacun. Il y a des personnes qui sont très réactives, qui peuvent avoir des résultats très rapidement. D'autres personnes où ça prend un peu plus de temps. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a toujours un apaisement, un bien-être et un mieux-être. Je vous invite à reprendre votre stick olfactif, à l'approcher progressivement de la distance du nez qui vous correspond le mieux, puis tranquillement à laisser l'odeur venir et enfin laissez-la aller
là où elle souhaite se poser. Peut-être sur une tension ou une douleur qu'elle vient apaiser. Et prenez le temps d'accueillir les images. Où vous transportent-elles? Vers quel paysage? Qu'est-ce que cet endroit vous procure comme sensation? Le ciel s'ouvre. C'est la vie. Ailleurs aussi, des lieux de santé intégrative généralistes existent ou sont en projet. Dans le Pas-de-Calais, en Île-de-France, en Creuse, malheureusement, nous n'avons pas pu tous les filmer. Et maintenant, si nous allions voir ce qui se passe dans les hôpitaux et dans les cliniques. Bienvenue en Provence, avec ses pinèdes et ses cigales. C'est au cœur d'un parc de 3 hectares que se trouve la Maison Équilibre, l'hôpital de jour de la clinique Saint-Christophe. Ici, les équipes formées en éducation thérapeutique accompagnent des maladies chroniques liées à l'obésité. Geneviève s'y rend chaque jour depuis 2 semaines. J'avais l'impression que c'était à cause de mon poids que je ne pouvais plus bouger. Et j'avais des grosses douleurs, dans le dos en particulier. Donc je bougeais de moins en moins et je mettais ça sur le compte du poids. Et je suis venue au départ pour perdre du poids. Et puis, quand on est arrivé ici, finalement, on nous a dit « non, mais vous avez tout faux, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et en fait, il faut d'abord bouger, et après, vous perdrez peut-être du poids. Mais finalement, le plus important, c'est de bouger. » Aujourd'hui, Geneviève commence la journée par une séance d'activité physique adaptée avec Fabrice, le coach sportif et posturologue. Regardez, je regarde devant moi. Ok, ça c'est niveau 1. On fait des séances qui ne sont jamais les mêmes. On commence avec une évaluation. Alors, j'aime pas trop ce terme parce qu'il peut vite mettre la pression et c'est pas du tout l'idée. J'explique bien que c'est vraiment pour avoir un point de référence pour pouvoir mesurer une progression. Donc, on fait une évaluation à l'entrée, une évaluation à la sortie du séjour pour mesurer et quantifier tous les progrès des patients. Une évaluation des capacités donc physiques et musculaires, mais aussi cognitives et aussi donc neuro, véritablement. Est-ce que j'ai accès à tout mon potentiel? Est-ce que et c'est ce que je vais évaluer aussi, du coup. On va évaluer l'œil, le pied, la mâchoire, l'oreille interne, toutes ces choses-là qui ne sont pas vraiment habituelles chez le patient. Alors, ils sont souvent surpris, mais rapidement ils comprennent que c'est pas forcément l'élément central en fait du mouvement. L'élément central du mouvement, c'est le cerveau. Et au final, à la fin des 15 jours, ils nous disent surtout je me sens bien. Et c'est un peu ça l'objectif. Tout comme l'activité physique, les ateliers nutrition font partie du parcours thérapeutique des patients en surpoids. Mais ici, aucun régime. Donc là, on est dans la cuisine. Il y a des odeurs incroyables. Oui, dommage qu'il n'y ait pas l'odeur. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe, en fait? Ok. Donc là, tous les jours, les patients viennent dans l'atelier cuisine, d'accord, cuisine thérapie qu'on appelle, où ils vont cuisiner une entrée, un plat, un dessert. Et après, nous allons manger à table tous ensemble avec la diététicienne. Il n'y a surtout pas d'interdit, même parfois je fais exprès, selon le groupe, le premier jour, de leur mettre pâte bolognaise et banane au chocolat. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment la dégustation, de savourer, le plaisir, le non-jugement, la non-culpabilité. Et du coup, est-ce que vous pesez les patients? Pas du tout. On en parle rarement du poids, ou alors on parle du poids émotionnel, mais pas du poids chiffré. Voilà. Le poids émotionnel. Ouais, le poids émotionnel. Et beaucoup d'émotions, c'est un peu le point commun des patients de surpoids et qui ont des soucis avec le poids. C'est un trop plein d'émotions, on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est un indicateur pour vous, le poids émotionnel. Vous parliez d'indicateur de poids, où vous dit MC, qu'on a l'habitude de... Donc nous, les indicateurs, c'est vraiment, on leur demande... D'accord. Parfois, à la fin du séjour, ils n'ont pas beaucoup perdu, parce que ça arrive plus tard ou sur le long terme, c'est ce qu'on veut. On leur dit, mais c'est qu'est-ce que vous avez gagné du coup? Et là, ils ont gagné en diminution du stress, sommeil, moins de douleur. Ils vont refaire les courses, ils vont acheter du frais, ils mettent des épices, ils mettent du goût. Et ils font ça sereinement, avec plaisir. Et c'est comme ça qu'on leur explique que les objectifs à long terme peuvent marcher, c'est avec du plaisir. Manger, ça peut aussi être ça.
Des pratiques permettent de travailler sur ce poids émotionnel. La méditation est l'une d'elles. Le temps de laisser votre conscience se poser, peut-être s'installer. Là, au milieu de votre thorax, au milieu de votre poitrine, au milieu de votre respiration. Tout en laissant cette respiration améliorer encore et encore ce confort, ce bien-être. Au niveau des muscles du cou, de la nuque, du crâne, du front. Ce qui est important, c'est la découverte. C'est l'expérimentation. C'est par l'expérimentation, je pense, qu'on peut amener les gens à vivre autre chose, à vivre d'autres dimensions, à avoir une autre idée d'eux-mêmes. C'est ça qui est fondamental dans la médecine intégrative, c'est qu'on prend en charge l'être dans sa totalité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va pouvoir amener cet équilibre sur tous les plans de l'être, aussi bien physique que mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Et c'est cet équilibre sur les différents plans qui va conférer à l'individu cette sensation de bien-être. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du suivi médical qui est fait pour les patients qui fréquentent ce centre ? Oui, alors les patients, pour fréquenter l'hôpital de jour ici à Équilibre, bien sûr, sur la durée totale des 2 semaines, doivent forcément en faire la demande. Ça passe par leur médecin traitant, une demande à la sécurité sociale, puisque une partie est prise en charge. Et ils sont en contact ici avec un médecin endocrinologue qui supervise l'activité qui est faite ici à Équilibre. Même si je perds pas de poids, mais que je me sens mieux dans ma vie, que je peux m'occuper de mes petits-enfants, aller sortir, retourner en ville, mais des choses que j'avais pas faites depuis une éternité. Ça, je le remercierai jamais assez de m'avoir redonné le goût de vivre. La considération du patient dans toutes ses dimensions est un des piliers de la médecine intégrative. Un autre pilier, fondamental, est d'inviter le patient à être pleinement acteur de sa santé. C'est ce que propose la consultation en santé intégrative. La consultation de santé intégrative, c'est mettre à plat déjà ce qui a été fait, quelles sont les ressources du patient. Et ça, c'est un point très important de la santé intégrative. C'est pas le praticien qui fait tout et le patient de façon passive qui va intégrer le parcours, mais ça va être vraiment une discussion, une mise en commun et une activation des ressources. Parce qu'on sait que pour des pathologies chroniques, par exemple, c'est important que le patient prenne en main et adhère au parcours qui est proposé. Parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées. Je pense par exemple au diabète. Un patient qui a du diabète, on va proposer des techniques d'APA, on va proposer de l'éducation thérapeutique. Simplement, si le patient n'est pas partie prenante, c'est très compliqué d'intégrer tout ça. Rendre le patient acteur, c'est une des priorités du SAM. Le SAM, c'est le service de soins et d'accompagnement dans la maladie du centre hospitalier d'Orthès. Il accueille des patients atteints de maladies chroniques. Colette est atteinte du syndrome de Crest depuis 2009, une maladie rare. Sportive et dynamique de nature, sa pathologie l'a fait tomber dans la dépression, avec des douleurs chroniques intenses jusqu'à en perdre la mobilité. Elle a rendez-vous avec le Dr Coste, médecin généraliste et art-thérapeute. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée handicapée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus marcher, c'était très douloureux. Je ne faisais plus rien, j'étais que dans la maladie, quoi. Entre les soins, les infirmiers tous les jours, les rendez-vous médicaux. Donc je suis arrivée au SAM et en fait ça a été la bouée de sauvetage, quoi. Je me suis dit, enfin des personnes bienveillantes, quoi. Je suis là pour moi, c'est tout ce qui est en dehors de, on va dire, de la mécanique, quoi. Avant d'être malade, je suis Colette, quoi. Et ça, j'étais plus Colette, quoi. Que les médecins aussi se rendent compte que ce genre de soins, c'est hyper important pour le malade. C'est pas que des bilans, des traitements, et on fait le point dans 2 mois. Tout ce volet-là, c'est indispensable pour qu'on aille mieux, quoi. D'où est née cette idée ? Du SAM ? Oui.
Alors, l'idée du SAM, elle est venue du concept que pour bien soigner, il faut déjà être bien soi-même. Et donc, si on fait dans le soin des choses qu'on aime, on soigne bien. Moi, ce qui me fait vivre, c'est plutôt tout ce qui est autour de l'art. Donc, je me suis dit, il va falloir peut-être que j'invente un soin autour de l'art. J'avais pas encore les notions que j'ai actuelles sur scientifiques, sur comment ça marche. Depuis, je me suis formée et j'ai appris qu'en effet, l'art pouvait soigner. Et comment on arrive à refaire prendre confiance en soi, comment on arrive à ce qu'ils redeviennent acteurs de leur propre vie, en fait. Leur cancer est pris en charge, mais la profession des cancérologues est tellement débordée qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Et on s'est dit, ce qui est vrai pour la cancérologie, ça doit être vrai aussi pour la maladie chronique. Et autant les soins de support existent pour l'oncologie, autant les soins de support n'existent pas pour les autres maladies chroniques. Le temps, un élément précieux aussi pour le docteur Marsalex, médecin généraliste au CH d'Orthès. En tant que médecin, qu'est-ce qui vous a amené à accepter ou à vous lancer dans l'aventure du SAM, en fait ? Ici, j'ai la chance de pouvoir prendre le temps avec les gens. Parce que la première chose dont souffrent les gens, c'est qu'ils ne se sentent pas écoutés, pas entendus. Il y a vraiment toujours le même sentiment d'être tout seul avec sa maladie. Moi, je pense que tous les patients que l'on voit surtout évoluer, que l'on voit avancer, que l'on voit s'ouvrir, ils arrivent, ils sont tout gris là en quelque sorte, et puis petit à petit, au fil des jours, ils viennent, on les voit ce qui se pomponnent pour les dames, c'est génial quoi. C'est tout simplement génial. Parmi le karaté, l'acupuncture, l'art-thérapie, une des pratiques proposées qui contribue à améliorer l'image de soi, c'est la socio-esthétique, dont bénéficie Katia. J'ai eu un cancer du sein, j'ai été opérée, j'ai fait de la chimio, de la radiothérapie. Je suis actuellement en hormonothérapie et en fait, après les soins lourds, les traitements lourds, on est un peu laissé à l'abandon. Le dernier jour de radiothérapie, on nous dit « bon, ben voilà, c'est fini, merci, au revoir ». Et du coup, on est lâché dans la nature. Et alors, comment vous avez connu et croisé le chemin de ce service à Orthès ? Par le biais de mon médecin traitant, en fait, qui m'a donné le numéro et du coup, j'ai appelé et on m'a reçue aussitôt. Et comment ça se passe au SAM ? Vous devez régler des choses ? Non. Et tout est pris en charge ? C'est ça. Je suis en train de faire un soin du visage adapté à Katia. Donc, c'est-à-dire que c'est un soin spécifique lié à sa peau que les effets secondaires des traitements peuvent impacter. J'essaye de permettre à la personne de se réharmoniser, en tous les cas, entre ce qu'elle a vécu et souvent la distance qu'elle a mis avec son corps. Et c'est permettre de recréer du lien. On prend quand même en compte tout un aspect médical. Donc, il y a des contre-indications des traitements qu'il faut pouvoir prendre en compte et adapter dans les traitements qu'on fait. Et travailler aussi sur l'aspect pluridisciplinaire, puisque la socio-esthétique s'exerce quand même dans une dimension d'équipe. Ça veut dire que vous participez aux réunions d'équipe pour dialoguer autour du patient, de son état. La richesse du SAM, c'est justement cette réunion d'équipe qui est après et qui permet d'être au plus près de ce que vivent les patients et de ce qu'ils ont besoin. Ces centres et hôpitaux de jour sont des bouées de sauvetage pour les patients, mais aussi pour les aidants. On les oublie souvent et pourtant, ils vivent aussi des moments intenses et sont souvent démunis. Comment vous avez vécu ce temps d'accompagnement avant de croiser le chemin du SAM ? Comment vous vous sentiez en tant qu'aidante ? En tant qu'aidante, seule, pas soutenue, mais c'est pas quelque chose qui me dérange, ça m'arrête pas. Voilà, c'était, je sais même pas il faut, je dois trouver quelque chose qui peut l'aider. Est-ce que vous avez été guidée, accompagnée dans cette recherche de Non, choses ça a été personnel. C'est plein de coups de fil, c'est plein de démarches, jusqu'à ce qu'enfin vous trouviez la personne. Et parce que non, vous pouvez pas y arriver tout seul. Il faut qu'on vous dise, mais qu'on vous donne la force de croire en vous. C'est dur ça, qu'on vous donne la force de croire en vous, même quand vous y croyez pas. C'est quasiment on est toujours dans le domaine de l'impossible et de l'inacceptable.
eh ben on y arrive quand même, quoi. On y arrive. Si les patients du SAM ont la chance d'être guidés dans la construction de leur parcours, d'autres se débrouillent seuls. Je vous présente Marie. Atteinte d'un cancer du sein, elle s'efforce, selon ses moyens et son énergie, d'être une patiente intégrative. Vous avez vous-même créé votre parcours intégratif au fil de ces différentes années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la forme que ça a pris et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait, se soigner de manière intégrative? Déjà, c'est être actrice de ma santé. Ça, c'est vraiment la première chose. Moi, je veux pouvoir gérer toutes les étapes de mon parcours. Et c'est intégrer le meilleur de la médecine conventionnelle avec le meilleur des techniques complémentaires, telles que l'hypnose, la sophrologie, l'aromathérapie, la phyto, de nombreuses techniques qui m'aident au quotidien, en fait, à vivre ce parcours de maladie avec, je dirais, beaucoup plus de douceur et de légèreté. Pourquoi intégrer ces pratiques-là, en complément des traitements? Alors moi, c'est un vrai mieux-être, clairement. Pouvoir avoir des médecines complémentaires qui nous permettent de nous soulager, d'aller mieux, d'avoir une oreille à l'écoute, pour moi, c'est juste vital, en fait. Les personnes comme Marie sont nombreuses. Et c'est justement pour les épauler que Marion Bandel a développé un concept de pharmacie innovante dans un territoire semi-rural. Direction Belleville-sur-Saône, au nord de Lyon. Au sein de cette toute jeune pharmacie, l'Espace Pluriel, un lieu d'accueil et d'accompagnement des femmes atteintes de cancer du sein. Est-ce que l'Espace Pluriel a d'emblée été dans les projets ou c'est quelque chose qui est venu après? Non, ça a d'emblée été dans les projets. En fait, on est parti d'une patiente qu'on n'a pas su équiper, qui était livrée à elle-même il y a 10 ans, et on s'est dit c'est pas possible. Dans notre future pharmacie, il faut qu'on lui crée un local, et puis du coup on a fait d'autres espaces, un peu comme une pharmacie Marguerite, qui propose du coup différents services. Et alors cet espace pluriel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot dans les grandes lignes? C'est presque un petit magasin dans un magasin, avec une équipe dédiée, diplômée et avec des compétences multiples. C'est vrai que Chloé, quelque part, a un nombre de compétences qui est très large, et puis a toujours eu cette dynamique et ce petit grain et cette passion pour cet espace-là et l'humanité qu'il fallait pour le développer. Et en plus, associé à notre coiffeuse dans l'équipe, effectivement, ça permet effectivement une bonne prise en charge de la patiente. Parfois, il s'agit de raser, donc c'est des étapes importantes. Donc là, pour le coup, le lien humain et l'expérience d'une coiffeuse qui a exercé en tant que coiffeuse est important. Écoutez, on va découvrir cet espace. Avec plaisir. Qui est effectivement dans un endroit un petit peu plus confidentiel de la pharmacie, visible en vitrine depuis l'extérieur, mais malgré tout, un peu caché pour beaucoup plus d'intimité, parce que là, on va traiter effectivement des sujets un peu plus intimes. Enchantée, Chloé. Je Donc m'occupe ça, de l'espace pluriel. C'est votre univers. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui s'y passe dans cet univers? On reçoit les patientes et les patients qui sont souvent sous soins en chimiothérapie, on va dire. Et en fait, on leur apporte des soins de support, donc qui peuvent être des prothèses capillaires, des prothèses mammaires pour les dames qui ont une mastectomie. Voilà. Et puis tout l'à côté, des conseils en homéopathie, en aromathérapie, en nutrition, et puis les orienter vers des gens en fonction de leurs demandes. Voilà. Et donc souvent, ils nous appellent avant, ils prennent rendez-vous. Quand ils arrivent ici, ils voient effectivement vous avez tout l'espace qu'on leur consacre. Donc on a de la lingerie, on a des vêtements spécifiques pour chimiothérapie, voilà, on a les turbans. Déjà ici, on voit tout ce qu'on fait. En associant tout, on va dire, ces soins de support, on va dire qu'ils supportent mieux la chimiothérapie parce qu'ils n'ont pas besoin d'espacer les cures, ils n'ont pas besoin, quand ils sont trop fatigués, ils espacent les cures, donc ça prolonge le temps de traitement. Donc on arrive mieux à maîtriser cette partie-là. Et alors, tous ces services et tout ce que vous venez de nous expliquer, financièrement parlant,
Est-ce que c'est accessible à tout le monde? C'est compliqué. C'est pas. Alors, tout ce qui est, on va dire, prothèses capillaires, il y a quand même une grosse partie prise en charge maintenant, sécurité sociale mutuelle. Les prothèses mammaires prises en charge. Par contre, tout le reste à côté, il n'y a pas de prise en charge. La lingerie n'est pas remboursée, alors qu'elles sont obligées de changer leur lingerie pour avoir la prothèse. Tous les traitements homéopathie, ça a été déremboursé. Et malheureusement, c'est bien dommage parce que ça aide énormément. Donc, la patiente qui a finalement le budget, peut encore mieux être prise en charge. Celle qui n'a pas le budget, on va faire en sorte de trouver des solutions pour qu'elle puisse comme avoir accès à ces soins, mais bon, différemment, quoi. La question du coût peut être un facteur limitant pour accéder à des soins intégratifs. Des professionnels, pour qui cette approche des soins est essentielle, développent des initiatives solidaires. Bonjour Christine. Bonjour Dominique. Rencontrons tout d'abord le docteur Hérault, homéopathe et acupunctrice depuis toujours. Donc vous intégrez ces pratiques-là dans vos consultations en France, mais aussi vous faites de l'humanitaire? Ouais, ça c'est mon dada. J'ai le d'honneur d'être coprésidente d'une ONG qui s'appelle Solidarité Homéopathie. On est une 50aine de médecins et on ne pratique que ces médecines et on ne soigne les gens démunis que par ces médecines. Alors, en effet à l'étranger, mais il y en a aussi des démunis en France et on a des partenariats avec Emmaüs, avec la Croix-Rouge, et avec un centre à Paris, un dispensaire, le dispensaire Hahnemann, où on donne des consultations bénévoles à des patients qui, eux, payent le ticket modérateur. D'autres initiatives solidaires ont vu le jour, notamment en oncologie. C'est le cas de l'Institut Raphaël, né en 2018 aux portes de Paris. Il accompagne gratuitement les patients et leurs aidants pendant et après le cancer. J'y retrouve Thierry, qui a été soigné pour un cancer de la gorge. Les traitements lui ont fait perdre le goût. C'était son enfer quotidien quand il est arrivé à l'Institut. Vous avez eu de l'art-thérapie dans votre parcours. Oui. Est-ce que vous nous expliquez un peu comment ça se passe? C'est une discipline qui m'a énormément surpris, parce qu'au début, quand ma coordinatrice m'en a parlé, j'avoue que je ne voyais pas trop comment ça allait s'articuler ou aider. Et en fait, je me suis passionné pour l'expérience, parce que je me suis aperçu que ça aidait à défocaliser sur les problèmes quotidiens que j'avais à la suite de mon traitement et à m'ouvrir et à me sentir beaucoup mieux. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez bien. Bien. On commence une nouvelle œuvre aujourd'hui. Hein? Oui. Comment démarre une séance en fait et comment vous Je rentrez ne me guide dans rien. Okay. C'est vraiment une co-construction. Donc c'est de remettre en mouvement, de faire en sorte que la personne, quand elle sort du protocole global de l'Institut, soit de plein pied dans sa vie. C'est beaucoup d'intégration de ce qui lui est arrivé et comment redémarrer et comment vivre le mieux possible avec ce qui lui est arrivé. Donc on va tous dans le même sens, avec nos propres moyens, avec nos propres disciplines. Personnellement, j'aurais voulu ajouter quelque chose. Ils ont tous une écoute et une approche psychologique du patient incroyable. Et ça aide énormément. Et justement, ils donnent énormément de leur temps sur cet aspect-là, ce que des médecins traitants ne peuvent pas faire. Ils sont dans le traitement et c'est tout. Mais ils le font bien, c'est ce qu'on leur demande, mais ils n'ont pas le temps pour plus. Et le fait d'avoir des échanges, des séances longues avec des praticiens qui ont chacun leur discipline, mais qui ont en plus cette dimension de support psychologique et d'écoute, c'est très important. Est-ce que je peux commer avec ça? Vous vous souvenez, c'est une gommite. Hein. Je laisse Thierry terminer sa séance. Pour l'heure, j'ai rendez-vous avec le fondateur de l'Institut Raphaël. Pourquoi cet institut? L'objectif, c'était de penser autrement et de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et au fur et à mesure, l'équipe s'est étoffée et maintenant on a 80 soignants de 30 disciplines qui travaillent main dans la main avec des médecins et des acteurs paramédicaux. Et on a pu évaluer la qualité de vie et puis mesurer quantitativement l'approche, le bénéfice de chaque parcours, de chaque soin. Et donc maintenant on est content parce que nos hypothèses sont vérifiées, puisqu'on diminue de plus de 60% le taux de dépression avec des interventions thérapeutiques non médicamenteuses. Et on diminue les troubles du sommeil, qui rend très complexes les traitements, la vie en général. Le sentiment d'isolement de plus de 40%, qui mine la vie des gens. Donc ces évaluations, elles ont permis à chacun de redéfinir son périmètre, de créer des liens et de travailler avec les autres.
Une des particularités de l'Institut, c'est la présence de coordinatrices de parcours. Mais quel est leur rôle ? Je rencontre Aya Lin, directrice de la coordination. À l'Institut Raphaël, prenons le temps de recevoir les patients en consultation individuelle. À partir de ce moment-là, on a une trame de soins qui nous permet de recueillir les symptômes des patients et de pouvoir co-construire avec lui un parcours de soins personnalisé. On prend en charge vraiment le patient, son projet de vie, puisque la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est de prendre en considération son état psycho-émotionnel, sa vie sociale, environnementale, physiologique, psychique. Et effectivement, chaque personne est différente. Donc, le parcours va vraiment être personnalisé. On travaille sur des axes qui sont l'axe psycho-émotionnel, l'axe nutritionnel, le bien-être, la santé physique et le retour à l'emploi. On insiste sur le fait qu'il est acteur de son parcours de soins, puisque il se prend en main et nous, on est là pour l'accompagner. Thierry a suivi le protocole pendant 6 mois. Il arrive au terme de son accompagnement. Pour moi, ça a été essentiel. Le traitement a été extraordinaire, mais j'étais avec des techniciens qui n'avaient pas le temps de passer des heures et des heures avec moi à faire tout ce qui a été fait à Raphaël. Donc ça a été un peu une seconde famille pendant 6 mois qui m'a énormément aidé et apporté. Autre initiative incontournable dans le champ de l'oncologie, les centres ressources. Le premier a ouvert en 2011 à Aix-en-Provence pour accompagner gratuitement les patients atteints de cancer et leurs aidants. Depuis, 7 autres centres ont vu le jour. On y retrouve activité physique, pleine conscience, sophrologie, cohérence cardiaque, nutrition. Là aussi, un programme thérapeutique adapté à chaque patient. Pour être simple, c'est un programme qui va, comme préparer un sportif de haut niveau aux Jeux Olympiques, mais nous, c'est les préparer à monter l'Everest de la santé. Et sur 1 an, ces gens vont cheminer avec un accompagnateur. Donc c'est coordonner tous ces soins dans quelque chose de structuré et dans l'objectif de rendre la personne actrice de sa santé. La maladie est traitée à l'hôpital. Nous, on va s'occuper de la personne pour la rendre plus forte. On n'agit pas sur la maladie directement, mais cela aura un impact. Ça, les évaluations scientifiques nous le démontrent. En situation de prévention, c'est-à-dire des personnes en rémission, comme de femmes atteintes de cancer du sein, si elles ont eu tous les traitements classiques, mais qu'on rajoute cette démarche-là, on est à 50% de récidive en moins. Donc il y a une valeur à ajouter qui est exceptionnelle sur le plan humain et sur le plan médical. Donc on est vraiment là au cœur de ce qu'on appelle la médecine intégrative. Apporter cela, c'est pas juste un complément. Jean-Loup Mouisset parle de valeur ajoutée humaine et médicale. Mais comment les évaluer ? Dans l'univers de la recherche, la vision de l'évaluation est le plus souvent quantitative. Laurence Verneuil, chercheuse, défend l'importance d'y associer aussi une vision qualitative et d'impliquer les patients. Comment cette vision-là est-elle acceptée par justement les acteurs de l'évaluation quantitative ? Il ne faut quand même pas oublier qu'à partir du consentement éclairé de la loi Kouchner, la voix des patients a fait son apparition. On a changé de modèle. On n'a plus été dans un modèle paternaliste du médecin qui sait et du patient qui ne sait rien. Et finalement, la recherche qualitative est un peu le porte-voix de cette parole des patients, de ce point de vue des patients. Et c'est du bon sens que dans une évaluation scientifique, il faille des experts avec un background théorique et puis des gens qui expérimentent la problématique. Des chercheurs créent des protocoles, expérimentent, écoutent les patients pour valider l'intégration de certaines pratiques dans les parcours. C'est le cas du professeur Cotier au CHU de Tours. Il étudie l'effet de la méditation, ou plus précisément de la mindfulness, sur l'activité électrique et l'anatomie du cerveau. En France aujourd'hui, est-ce que les études scientifiques autour de la méditation se développent ?
Alors, de plus en plus, en France peut-être avec un peu de retard, c'est le monde anglo-saxon, a démarré depuis plusieurs décennies. Et depuis, on peut dire, une dizaine d'années, là, les groupes qu'on va étudier sont beaucoup plus importants, les outils statistiques beaucoup plus fiables, et on peut dire qu'on rentre dans une médecine par l'épreuve, avec des papiers, on va dire au sens des publications, qui sont extrêmement rigoureux et qui sont ceux qu'on utilise pour valider n'importe quel autre secteur de la médecine. Est-ce que les médecins sont formés à ça? Alors je dirais qu'ils le deviennent. C'est qu'il y a une très grande évolution qui est récente, et donc ces techniques de psychocorporelles commencent à être enseignées à la fac. Donc maintenant, il y a 2 items qui ont trait à la médecine intégrative et dans lesquels on va retrouver ces méthodes enseignées avec à la fois les indications, mais également l'utilité et aussi les contre-indications et surtout peut-être les limites. Ça a été mis en place sous l'égide du CUMIC, le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire. Et donc parmi toutes les pratiques qui existent, lesquelles sont abordées de manière un peu plus spécifique dans cet enseignement? L'acupuncture, la médecine manuelle ostéopathie, l'hypnose et puis la mindfulness. Et comment réagissent les étudiants à ces enseignements? La question qu'ils nous posent, c'est comment se fait-il que ça vienne si tardivement dans les études et combien ils auraient été heureux de pouvoir les utiliser antérieurement quand ils étaient un petit peu dans la difficulté en 2e, 3e année. Enseignement, recherche, évaluation, pratique clinique, labellisation. De nombreux professionnels prennent le sujet à bras-le-corps pour structurer et sécuriser l'intégration des pratiques complémentaires dans les soins. Mais revenons au CHU de Tours, aux patients et à leurs expériences. En oncologie, certains patients peuvent bénéficier d'un programme de 8 semaines de méditation de pleine conscience. L'hypnose y est également proposée. J'ai rendez-vous avec le docteur Guichetot, médecin anesthésiste et hypnothérapeute. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'hypnose? L'hypnose telle que je la pratique, c'est un ensemble d'outils, de techniques qui sont censés être utilisés pour apporter un peu de bien-être aux patients en utilisant les ressources de la personne, donc en s'adaptant à chaque individu particulier. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'hypnose, c'est la possibilité de donner des outils, comme je parle d'outils, aux patients. L'utiliser, se l'approprier, le transformer, mais l'utiliser lui seul. Et vous intervenez auprès des patients à la demande des patients, ou c'est les équipes, les staffs qui disent voilà, telle personne, peut-être ça serait intéressant? Il y a des staffs. Des staffs, ce sont des réunions de service en hématologie et également dans le service d'oncologie, où toutes les semaines, toute l'équipe échange sur les patients et peut me demander à ce moment-là, peut-être une séance d'hypnose pourrait être utile. Voilà. Sophie a pu bénéficier de séances d'hypnose pendant son séjour à l'hôpital. Aujourd'hui, elle poursuit ses séances avec le docteur Guichetot au sein même de l'hôpital. Comment se déroulaient vos séances d'hypnose quand vous étiez dans les services et que le docteur Guichetot passait vous voir? Alors au début, elle venait me voir en chambre quand j'étais en séance de chimiothérapie. Puis elle me faisait faire souvent des exercices plutôt de relaxation pour m'aider un peu à encaisser tout ce qui se passait. Dans un deuxième temps, elle m'a suivie à son cabinet, à l'hôpital. On a fait 2 séances plutôt pour gérer la douleur. C'était plutôt des exercices là basés sur le corps, même si à chaque fois c'était basé sur le corps et l'esprit. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait ces séances d'hypnose? Ça m'apporte de la détente. Notre corps, il est plus vraiment à nous, on le laisse à la médecine et notre esprit, on essaye de lutter pour le garder un peu sous contrôle. Et du coup, ça permet un peu de réunifier les deux, quoi. Et puis j'ai découvert ici que, en plus, ça m'aidait pour des aspects plus physiques, que ça m'aidait à avoir moins mal. Et ça m'a aidé aussi à baisser un petit peu la morphine que je prenais. Donc ça, c'est pas rien, donc ça aide en plein de choses, quoi. Prenez le temps de faire comme vous faites d'habitude, d'inspirer tranquillement et de souffler. De laisser vos yeux parcourir ce qu'ils peuvent parcourir.
Peut-être les paupières sont déjà un peu fatiguées, ou peut-être elles ont très envie de se fermer. Et alors vous les laissez faire. Dans cette exploration, j'ai aussi envie de vous montrer que la médecine intégrative, ce « et en santé », concerne aussi la fin de vie et trouve sa place dans les services de soins palliatifs. Aux Hospices civils de Lyon, la biographie hospitalière est intégrée dans l'offre de soins. Quand on va voir une personne, pour la première fois, on frappe à une porte, on ne sait pas du tout quel genre de personne on va rencontrer. Mais ça, c'est la biographie. On est confronté à des personnes complètement différentes l'une de l'autre, qui sont à des stades de maladie aussi différents et qui ont des personnalités complètement différentes. Donc, on s'adapte. On ne sait pas du tout ce qu'on va recevoir. Est-ce que vous préférez qu'on revienne sur votre histoire pour approfondir? Par exemple, vous m'avez dit que vous avez fait un merveilleux voyage de noces. Tout à fait. Je comprends, aux États-Unis. Oui. 24 jours. Oui, c'est un pays merveilleux. Ouais, j'imagine. Tout est nouveau. Tout est nouveau, tout est beau, tout est grand, tout est... Tout est grand. Hein, voilà, tout est beau. Ouais. Voilà. J'ai fait des beaux voyages. Et vous voyagez, ces dernières années, vous voyagez toute seule ou alors vous voyagez avec... Alors j'ai voyagé aussi avec mes parents, puisque j'ai payé un voyage à mes parents pour les 80 ans de mon père. Ah oui. Vous êtes allé? En Chine. En Chine, Ouais. dites donc. Parce que je n'ai pas de frères et sœurs, Bah oui. et je n'ai pas d'enfants, donc on est partis tous les trois. Ouais. Voilà. Non, mais c'est bien, vous avez toujours une relation très très proche. très Ouais. proche avec vos parents. Tout à fait, ouais. Je retrouve la biographe et la chef de service pour savoir pourquoi et comment la biographie est intégrée dans les pratiques de soins. On avait l'impression qu'on agissait beaucoup sur le corps. On avait beaucoup d'activités ou de techniques complémentaires d'approche plutôt corporelles. Comme par exemple l'ostéopathie, la psychomotricité, la socio-esthéticienne, voilà. Et qu'il manquait peut-être tout un versant en lien avec la notion de témoignage et la notion de pouvoir léguer, de pouvoir transmettre aux personnes qu'on laisse quand malheureusement on décède. Et toute cette notion un peu de cheminement et de venir renforcer ce que nous on essaye de faire à travers ce qu'est le suivi psychologique et à travers l'écoute active de l'équipe, il manquait certainement un champ et la biographie hospitalière vient y répondre. Mais moi, je le fais vraiment pour passer du temps avec ces personnes et qui racontent leur vie et qui ont un projet. Avoir un projet à cette période de la vie qui est en fin de vie, c'est incroyable. Hein. On arrive aussi à parler de leur mort, alors que c'est pas évident de parler de sa mort, parce que devant les proches, parler de sa mort, c'est compliqué, c'est un impact émotionnel terrible. Alors que moi, moi, je suis personne. Et je pense que c'est pas la même démarche de le dire à Catherine, qui est la biographe hospitalière, que de le dire à son médecin. Ou le dire à l'infirmière qui s'occupe du patient le matin. Vous avez la veste du médecin. Ouais, tout à fait. Donc, ils ont le rôle du malade. Moi, avec moi, ils n'ont aucun rôle. C'est ça. En tant que patient, on se demande pourquoi tous les services hospitaliers ne proposent pas un éventail thérapeutique élargi comme vous le faites. Pourquoi vous y arrivez? Quels sont les ingrédients? Je pense qu'il y a une question d'envie, en tous les cas de projet médical, d'un service en lien avec une discipline qui est la médecine palliative et qui a très très tôt dans son histoire, dans son ADN, intégré ces techniques complémentaires. Après, il y a plusieurs obstacles à ça. Il y a l'organisation de l'hôpital, qui est une organisation complexe et une question financière, certainement. Néanmoins, je crois qu'il y a quand même un mouvement de fond, de prise de conscience, pour dire que oui, les soins techniques, le cure, ne peut être seul et doit s'accompagner du care, c'est-à-dire du prendre soin, et que ces techniques complémentaires, elles viennent répondre à un besoin de prendre soin qu'ont les patients et qui est bien légitime. Et du côté patient, comment la biographie est-elle reçue? Florence m'accorde un instant pour en parler. Les séances de biographie que vous faites, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça permet de raconter des choses, ça peut permettre aussi d'en évacuer, des fois. On a envie de parler de ce qu'on a vécu avant,
et puis de ce qu'on vit depuis qu'on est malade. Et ça aide à avancer dans le chemin, quoi. Et de vivre des choses même dures, des fois. Donc vous avez parlé sur le fait de raconter votre vie, de partager des choses, mais à la fin, il y a quelque chose de matériel, il y a une trace, il y a un livre. Quand vous imaginez ce livre, avec votre vie écrite à l'intérieur, comment vous le visualisez, à quoi il ressemblerait en le touchant, la matière J'imaginerais un roman avec quand même quelques photos qui illustreraient, quelques passages. Voilà, j'imaginerais un livre assez simple, mais qui raconterait des moments, les moments sympas plutôt. Je découvre un de ces livres pendant que Florence se laisse emporter par la mélodie du musicothérapeute. On le voit, des équipes réussissent à donner vie à cet art de prendre soin qui réconcilie le cure et le care, du moins dans le secteur sanitaire. Et dans le secteur médico-social, une approche globale et intégrative est-elle possible ? Je vais à Guingamp à la rencontre de Jacqueline qui s'accorde une séance de massage en balnéo. Non, vous n'êtes pas dans un spa ou un salon de bien-être. Vous êtes au village de Kersalik, avec ses rues, son café, sa boutique, sa poste, sa mairie, sa brasserie et ses habitants. Un EHPAD hors du temps. Ici, les pendules sont à l'arrêt. Pendant que certains petits déjeunent, d'autres se réveillent à peine. En attendant que Jacqueline se prépare, je vais discuter avec l'aide-soignant qui l'a massée. Tout à l'heure, il m'habillait. Donc vous, à l'origine, vous avez une formation d'aide-soignant ? Tout à fait. Alors, je suis aide-soignant et j'ai financé moi-même ma formation massage ayurvédique. Et j'ai combiné du coup les balnéothérapies avec le massage. C'est un bon complément, quoi, pour vraiment que les personnes se détendent au niveau du corps et de l'esprit, quoi. Une détente globale. Tous les habitants qui le souhaitent, en fait, donc peuvent bénéficier de ce temps de balnéo. Ça peut être pour les collègues ou pour les habitants, donc ça dépend vraiment. Et au niveau de la balnéothérapie, du coup, c'est vrai que c'est un cheminement également personnel de l'habitant. Donc, c'est vrai que c'est une démarche personnelle. Donc, je propose et après, les personnes soit sont tout de suite ouverts à l'idée, ou bien il y a un cheminement qui se fait petit à petit et qui amène à vouloir tester les séances, quoi. Je pars pour une petite balade dans le village. Voilà Bella qui vient chercher des caresses. Garfield, confortablement lové dans son fauteuil. Praline qui se méfie un peu de moi. Et Chicken qui se promène fièrement. Toujours aussi surprenant, je croise une postière, une jardinière et au détour d'un couloir, aujourd'hui, Nelly a la visite de sa fille, qui a fait 800 km pour venir, et de son fils, qui lui habite tout près. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'ils retrouvent leur maman, atteinte de la maladie d'Alzheimer. On a retrouvé notre maman épanouie et ouverte, et empathique telle qu'elle pouvait être. Quand vous dites retrouver, ça veut dire qu'elle était différente avant de rentrer ici ? Oui. Alors, comment dire, avant de rentrer ici, maman faisait plus d'activité pareil, quoi. Voilà. Avec papa à la maison, il ne pouvait plus se permettre, puisque la perte de mémoire de maman et la perte d'autonomie de papa ont engendré finalement un quotidien qui était enfermés tous les deux à la maison pour essayer de retrouver quelques repères ou pas trop en perdre. Et puis leur arrivée ici, elle a été salvatrice. Et moi, j'ai découvert ici un lieu où la personne est vraiment unique et l'individualité sur chaque personne est vraiment accrue. La personnalisation. Ouais. Ouais. On se rend compte que finalement, leurs médicaments, c'est eux. Et c'est des interactions entre eux, entre les soignants, entre les accompagnants, entre les résidents. On a l'impression que ça fait un tout. Et que ce tout, il crée un équilibre extrêmement salvateur. Et nous, on ressort d'ici avec
de la légèreté, de la confiance. Nous aussi, on a retrouvé un petit peu à travers ce que l'on vit à travers papa et maman, on a retrouvé nous aussi une sérénité, un apaisement. On est apaisé, oui. Oui, on est très très apaisé, oui. Et bientôt, au mois d'août, 60 ans de mariage, que j'espère qu'on va fêter. Vous allez les fêter alors, Et voilà. Je laisse Nelly avec ses enfants. Il est temps de retrouver Jacqueline. Elle est à la boutique de Kersalik. Elle y fait ses courses pour préparer les repas du soir. Et oui, à Kersalik, ce sont les habitants qui s'occupent du dîner avec les soignants. Je pensais venir en maison de retraite, mais pas si vite. Et quand j'ai vu qu'on me mettait en soins gériatriques, j'ai dit non, c'est pas moi ça. Si c'est pas indiscret, quel âge avez-vous? 81. Donc vous êtes arrivée à Kersalik? Ah oui, comme ça. Et alors? J'étais très surprise. Je m'attendais à voir un EHPAD classique, quoi. Quand on arrive en bas, on n'est pas du tout dans un EHPAD. Et puis après, pour les studios, c'est pareil. C'est vraiment, on a des petits studios super agréables. Le personnel est habillé comme nous, simplement. On ne fait pas la différence. Donc je pense qu'il n'y a pas de barrière. Et ça, c'est important. Tout le monde est libre. Et c'est ça qui est important. Est-ce que vous auriez envie de me montrer votre studio? Avec plaisir, allons-y. Donc vous habitez au numéro 13, vous me disiez? Oui, de la rue Saint-Yves. La rue Saint-Yves, parce que dans cette EHPAD, il y a des noms de rues. Oui, des allées. D'accord. Ce sont des allées. D'accord, comme dans un village, c'est ça? Dans un village, exactement. D'accord. Oui, c'est très agréable. On est très surpris au début, quand on donne notre adresse, les gens ils sont vraiment incroyablement surpris. Parce que du coup, vous donnez votre numéro d'appartement, le nom de la rue et vous recevez le numéro 13. C'est ici, d'accord. Vous pouvez ouvrir. Ok. Vous écrivez un conte. Oui. D'accord. Je suis en train d'en écrire un deuxième. Vous faisiez ça avant? Pas du tout, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et comment vous l'avez découvert? En assistant à une séance ici. Comment se passe la cohabitation avec des personnes qui sont un peu moins valides ou qui ont des troubles cognitifs? Déjà, il faut se dire bonjour. On caresse un petit peu le bras, on lie une amitié comme ça. Il y a de la confiance qui se crée. Il faut du contact. Et ça fait du bien, de sentir cette humanité. Et il y a une forme d'amour ici. Comment vous le sentez qu'il y a cette forme d'amour? Déjà par les paroles. Ouais. Les gens, ils sont chaleureux. Et puis bienveillants. Et il y a un climat qui fait que on a envie d'aider les autres, de s'aimer les uns les autres. Il est l'heure de déjeuner. Certains habitants mangent dans leur quartier, alors que d'autres ont réservé leur table à la brasserie de Kersalik. Aujourd'hui, c'est là que Jacqueline déjeune avec ses voisins. 25 convives peuvent y manger chaque jour. Une cuisine faite maison, une carte bien remplie, avec une diversification des produits, à vous faire saliver les papilles. Je vais pouvoir goûter tout ça aux côtés de la directrice et du chef cuisinier de l'EHPAD. Tous les résidents viennent manger là? Ou c'est un lieu qui... Comment ça se passe en fait? Oui, alors nos habitants peuvent venir manger à la brasserie tous les jours, avec une réservation. Et on accueille aussi également les familles et les extérieurs. Tout est compris dans la prise en charge de nos habitants. Il n'y a pas de supplément. On arrive justement à proposer ce genre de prestations en équilibrant sur nos recettes, en proposant par exemple un produit comme le l'œuf cocotte qui va avoir un coût matière plutôt faible. Voilà, on fait la balance. On a vraiment l'impression d'être dans une vraie brasserie avec un vrai comptoir, un vrai bar. Oui. Donc, une vraie serveuse. Une vraie serveuse. Comment vous arrivez financièrement à vous en sortir? Est-ce que vous avez plus de budget que d'autres EHPAD? On n'a pas plus les moyens que les autres. Le taux d'encadrement est à 0,68, donc voilà, ce n'est pas exceptionnel par rapport au niveau national. Mais à la différence, on va peut-être travailler différemment avec les collègues, c'est-à-dire que nous, on va partir du potentiel de l'habitant et non pas sur ce qu'il ne sait plus faire. On va surtout partir de ce qu'il sait faire. Alors pourquoi ça change tout? Parce que derrière, le soignant il va se dire, si elle fait ça, il me reste plus que ça à faire. Et ça va être le petit dénominateur commun qui va rester. Tout ce qui est mis en œuvre, en fait, est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact que ça a? Est-ce que ça a un lien, selon vous?
sur les consommations médicamenteuses dans l'établissement? On est parti tout simplement de plus de 60% de somnifères à aujourd'hui moins de 5%. Donc on est clair, on n'en utilise plus. En combien de temps? Même pas 5 ans. Je pense que derrière la métamorphose complète, c'est vraiment depuis 3 ans. La plus grande difficulté, c'est quand nos habitants arrivent dans notre lieu. C'est-à-dire qu'ils sont souvent avec une pharmacopée très importante et ils vont avoir des neuroleptiques, des anxiolytiques de façon très importante. Et après, tout doucement, comment faire pour les enlever? Comment faire pour prendre la famille ait confiance dans ce qu'on fait? Et ça demande beaucoup de travail pour les équipes. Ça veut dire de tracer, de voir aussi l'importance de tous les actes qu'ils font non médicamenteux qui empêchent l'angoisse. Dans les murs et hors les murs, je laisse les habitants de Kersalik. Souvenez-vous, la médecine intégrative, c'est l'accompagnement de la personne malade. C'est ce que nous avons exploré jusqu'ici. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la dimension prévention, composante incontournable de la santé intégrative. Et même plus spécifiquement à la prévention primaire, celle qui cherche à mobiliser nos ressources et à transformer nos modes de vie pour éviter de tomber malade. Quittons la Bretagne, direction Paris. Je retrouve Sonia. Elle est maman de 2 enfants et s'est ouverte à l'intégratif et à la prévention lors de sa première fécondation in vitro. Aujourd'hui, ses enfants ont grandi, mais elle a gardé ses bonnes habitudes. Je vais vous prendre un allongé, s'il vous plaît. Pourquoi pour vous c'est important d'être sur les deux, justement, sur la médecine généraliste conventionnelle et puis d'autres types de pratiques? Alors, je ne m'étais pas trop posé la question avant, jeune, adulte, et j'ai plus commencé en étant maman. Et moi, je pense que j'ai eu la chance de commencer assez tôt et de rencontrer déjà en pédiatre des gens qui m'avaient déjà initiée. Mais la base où on est tous intéressés, c'est l'hiver, c'est les préparations, ne pas choper de grippe bien avant le Covid. Je trouvais déjà que les grippes étaient de plus en plus fortes. Et en fait, quand on s'aperçoit qu'on fait des traitements de fond et qu'on est en prévention, curieusement, on est un petit peu plus solide, en tout cas moins fragile. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est où vous faites votre parcours et votre recherche et vous tombez sur des gens exceptionnels, mais dans le quotidien, les gens ne sont même pas au courant que la prévention, par exemple, c'est vital. Voilà, il est là. Sonia a rendez-vous avec son médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur. Un médecin de campagne installé à Paris depuis 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est votre conception et votre vision de la prévention? Un médecin qui prend le temps. C'est la denrée malheureusement essentielle qui permet de dépister des petites choses, du mode réactionnel des gens, pas uniquement des maladies. L'examen poussé et les questions posées sur le mode de vie nous donnent des enseignements pour les aider à les soigner ou en tout cas à ce qui tombe moins malade. Donc ça fait partie d'une prévention plus que primaire, parce que voilà, c'est une prise en charge globale, holistique, pour un mot savant, pour dire prendre la personne dans son ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi vos patients viennent vous voir, vous, plutôt qu'un autre médecin? Comme j'ai développé quelques connaissances sur des domaines différents que la médecine allopathique, je peux avoir une réponse si ça me semble opportun et surtout efficace. C'est pas un choix de douceur, c'est un choix d'efficacité. Ou alors de meilleure adaptation. Il y a des gens qui ont des intolérances aux médicaments actifs, à beaucoup de médicaments. On est bien obligé de leur donner autre chose. La prévention primaire dont parle le docteur Pierry peut commencer dès la grossesse, voire même avant. Je tiens absolument à vous faire découvrir une des maternités particulièrement engagées et depuis longtemps dans une approche intégrative. Je pars au CH de Cannes. En plus, ici, on s'intéresse à la santé environnementale et au développement durable. 2 composantes de la prévention. On est aujourd'hui à plus de 60 projets qui ont été mis en place, des actions dans tous les domaines du développement durable. Alors les thérapies non médicamenteuses, au sens large, elles font totalement partie, alors non seulement du développement durable, mais
pour nous, elles font partie de la pratique médicale. Il ne s'agit pas, c'est pas de faire du charlatanisme, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est aussi d'avoir des approches un peu plus ouvertes et un peu plus réconciliées entre la médecine qu'on pourrait appeler traditionnelle et puis ce type de pratique. J'ai rendez-vous avec des futures mamans en salle de préparation à la naissance. J'y découvre une méthode particulière. Quand on inspire, on va regarder vers le haut, prendre le maximum d'air et bien gonfler le ventre. Et quand on expire, et on laisse vraiment tomber le plus possible. Hein ? Pourquoi la méthode de Gasquet pour la préparation à l'accouchement plus qu'une autre méthode ? Déjà, elle est pratiquée depuis plus de 10 ans. On les utilisait sans les connaître, mais par exemple, quand on installait la dame pour la péridurale, elle était dans une posture qui colle avec une de Gasquet, et on voyait bien qu'après la dilatation, elle était plus importante. Plus, elles amènent de la détente, et en plus, elles ouvrent le bassin, donc pour l'enfant, c'est beaucoup plus simple de descendre, et donc on gagne en temps de travail aussi, ça raccourcit le temps de travail. Donc elles sont efficaces, hein, donc... Je laisse ces mamans terminer leur séance et je remonte à la maternité. Je retrouve Romy, née il y a 1 jour, avec l'ostéopathe. Pour être dans toute sa mobilité, il y a beaucoup d'enjeux au niveau aussi de la prévention pour les systèmes digestifs, du coup. D'accord, ok. Voilà, à ce niveau-là, au niveau de la base du cou, la base du crâne. J'ai en prévention toujours. J'ai envie de te réveiller. C'était tout serré, hein. À la maternité, il est possible aussi de bénéficier de séances d'acupuncture et de sophrologie. Quand on écoute nos patients, on a envie de trouver des alternatives, d'autres choses qui fonctionnent, qui ont un niveau de preuve. C'est aussi pour éviter les effets secondaires des médicaments, pour les aider au mieux, en respectant aussi leur projet de soins. Et qu'est-ce que cette approche-là, ces approches-là ont changé dans votre pratique, dans votre métier à vous, en fait ? Je trouve que ça change le rapport aux patients parce qu'ils se sentent plus écoutés et entendus dans leurs demandes, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, cette demande-là des patients de vouloir autre chose que des médicaments, ou en tout cas quelque chose en parallèle qui pourrait soutenir la prise en charge pharmacologique. Et après, dans ma pratique, on recouvre et on attend une vingtaine de minutes. Nous allons respirer un peu plus profondément. Nous inspirons par le nez et nous soufflons par la bouche. Inspiration profonde, rétention, tension du visage et nous soufflons loin, loin, loin toutes les tensions. La sophrologie, qui est un travail de pleine conscience, nécessite un entraînement. Et du coup, en fait, elles sont un peu maîtresses de la réussite ou non des séances de sophrologie en s'entraînant quotidiennement ou pas, comme elles ont envie, à la maison, ce qui leur permet d'avoir certaines capacités après pour le jour de l'accouchement, pour ce qui est technique de relaxation, de respiration et de visualisation. La sophrologie, ça a aussi d'autres capacités, on va dire, d'autres choses positives qui peuvent être apportées, notamment pour les maux de la grossesse, qui peuvent être les nausées, les douleurs lombaires, les douleurs ligamentaires. Pour aller encore plus loin dans la logique de prévention, la maternité propose aussi des ateliers en santé environnementale. Oui, on sait que certaines maladies qui surviennent à l'âge adulte peuvent être en lien avec des expositions de la maman à différentes substances pendant la grossesse. On ne sait pas vraiment encore ce qu'il en est et sur lesquels on va avoir une discussion, et les rouges pour lesquels on a clairement identifié un risque. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher le plus ? Qu'est-ce qui les préoccupe le plus parmi les thématiques que vous abordez ? Alors ce qu'on trouve essentiellement, c'est tout ce qui concerne forcément tout ce qui est le niveau de la puériculture. Donc que ce soit sur la chambre de bébé, les produits à utiliser, elles sont souvent beaucoup moins sensibilisées au fait que ce qu'elles consomment a déjà un impact sur leur fœtus et le bébé à devenir. Et finalement, ça nous permet d'avoir une porte d'entrée pour leur expliquer tout ça, pour préserver leur santé également à elles pour le futur. On parle des labels, on essaye de faire un petit peu le tri entre vrai et faux labels, savoir un peu ce qu'est le greenwashing et essayer de démêler le vrai du faux en donnant certains points qu'il faut améliorer.
Voilà, notre exploration touche bientôt à sa fin. Que nous disent toutes ces initiatives ? Eh bien que oui, une approche globale et intégrative est possible, que oui, elle existe déjà, et que oui, elle répond aux besoins des citoyens, des patients et des professionnels. Et si ces initiatives étaient le terreau de solutions aux défis de la transition en santé ? Fermez les yeux quelques instants et imaginez. Imaginez toutes ces initiatives rassemblées sur votre territoire. À quoi ressemblerait l'offre de soins et de santé ? Quels bienfaits localement pour les habitants, l'environnement et l'économie ? Bon, ce sera peut-être le sujet d'un prochain documentaire. Vous pouvez réouvrir les yeux, car pour clore cette exploration, j'ai envie de vous faire découvrir une dernière chose. Une dynamique de promotion de la santé intégrative initiée par des citoyens patients aidants du réseau Allier Santé. Ils se prennent en main et organisent des ateliers. Leurs objectifs ? Changer de regard, élargir leur vision et transformer leurs habitudes pour rester en bonne santé et se soigner. Leur recette ? Des regards croisés entre patients, professionnels de santé et thérapeutes. Une façon aussi de créer du lien, d'apprendre à se connaître, se faire confiance et coopérer pour mieux prévenir les éventuelles dérives. Aujourd'hui, le thème, c'est la douleur. Nous sommes dans le Val d'Amboise et ce sont Marie et Sylvain qui nous en parlent. La possibilité d'échanger avec des praticiens sans qu'on soit dans une relation de maître à élève en quelque sorte, ou de sachant à ignorant, ça c'était très puissant dans cet atelier. Ce que j'aime bien, et notamment même dans les témoignages, mais aussi même les témoignages de soignants ou de thérapeutes, c'est l'humilité. Cette humilité, cette recherche, mais collective, quoi. On a la même capacité à contribuer à l'agir sur notre santé que les praticiens. Je crois qu'il faut, tout en respectant beaucoup leurs compétences, les études qu'ils ont faites, l'expérience qu'ils ont accumulée, notre propre retour d'expérience doit pouvoir contribuer aussi. Ensemble, on a quelque chose à construire. Et ensemble, avec du personnel soignant, avec des thérapeutes, avec d'autres patients, citoyens, on a quelque chose à construire ensemble. On est un peu des agitateurs aussi d'idées. Et pour moi aussi, la démarche citoyenne, c'est une démarche un peu politique, voire sociétale. Donc ça veut dire que c'est peut-être encore aller plus loin et faire peut-être avancer la notion de santé plutôt que de maladie, quoi, voilà. Comment la santé, elle peut bouger ? Pour moi, en fait, elle pourra bouger que par les citoyens, en fait. Là, ça fait 15 ans que je fais mes études de médecine. Ça fait 15 ans que moi aussi, j'essaye de faire bouger les lignes, etc. En fait, de l'intérieur, c'est difficile. On prend brique par brique, etc. On en parle avec les confrères, on essaie de faire bouger les choses. Mais en fait, ceux qui décident, c'est ceux qui en ont besoin, en fait. Donc si le citoyen il commence à s'impliquer, à vouloir une médecine différente, à plus vouloir manger forcément des médicaments pour tout et pour rien, à pas forcément vouloir être traité en 15 minutes, à vouloir investir dans sa santé, à vouloir un autre type de soins, en fait, ce qu'on va lui proposer, ça va plus convenir. Donc il va falloir se réadapter. Donc on va devoir bouger, en fait.